Salut les copains. Salut à tous. Les amis, on est en route pour un petit backlight estival et on va aller voir quel film, Raphaël? On va aller voir Mission Impossible Fallout. Avec Tom Cruise. Avec Tom Cruise. Et jusque-là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fait beaucoup de fois le verbe dire déjà. C'est ça, on peut dire que c'est une suite. C'est la suite. La suite de. Il y a eu 5 films avant. Voilà, de la série Mission Impossible, série très célèbre, dont le premier était de Brian De Palma avec Tom Cruise déjà et Jean Reno. Oui. Et c'est plutôt une bonne suite de films quand même. Tout à fait. C'est une bonne suite à part le 2 qui. Le 2, on n'a pas compris. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Alors moi, je les ai pas tous vus. C'est John là. Je les ai pas tous vus. Ah, mais j'ai pas eu le temps de tout rattraper. Du coup, t'as pas le droit de parler parce que tu peux pas comprendre le 6. C'est ça. Si t'as pas vu tout le Mission Impossible Cinematic Universe. On va voir si le fait de pas avoir vu tout le Mission Impossible Cinematic Universe va me poser un problème ou pas. Je pense pas en vrai, mais on sait jamais. Mais dans ce genre de suite de blockbuster à plusieurs films, puisqu'on en est déjà au 6, c'est quand même une des rares suites où il y a plusieurs bons films dedans. Il me semble que le 3 était pas mal du tout, que le 4 aussi, de mémoire, comme ça. Donc voilà, on y va de bonne humeur, j'ai envie de dire. On va s'arrêter là. En tout cas, bravo pour tes ounces. C'était des ounces, j'ai hésité entre les ounces et les scams. Moi, j'étais parti sur les scams. Scam. Ah, tu vois, c'est bien. Ouais, et toi, c'est pas mal. Ok. Bon, en tout cas, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight, un épisode estival de Backlight. Et vous voyez, on a bien chaud. Et on a bien chaud, tout d'abord, et comme d'habitude, on va remercier le cinéma du Prado qui nous a accueillis pour regarder ce film. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que le 31 août à 20h, il y aura l'avant-première du film Première année en présence du réalisateur, donc Thomas Lilti, et des comédiens Vincent Lacoste, et attention parce que lui il est un peu difficile à dire, William Lebguil. Voilà. En tout cas, vous le savez, le film qu'on est allé voir, a priori c'est quoi du coup? Je pense que c'est Mission Impossible. Voilà. Mission Impossible Fallout. Voilà. Fallout. Mission Impossible, donc 6e de cette épopée. Déjà. Et la suite directe, donc Fallout du précédent, donc du 5, qui était Rogue Nation. Shifumi. Putain, c'était sûr que je perdrais celui-là. Bon, alors le pitch, je vais faire très court, parce que voilà, c'est un peu comme, à chaque fois la même chose finalement. Alors nous avons Ethan Hunt qui va tout simplement être affublé d'une nouvelle mission. Oui. Donc en fait, il est à la poursuite d'une organisation terroriste pour récupérer du plutonium qui a été volé. Et donc ça commence par une première mission qui effectivement est un peu ratée et qui l'oblige à partir sur une seconde mission pour récupérer le plutonium. Sauf qu'il va y avoir un certain nombre de péripéties, c'est-à-dire il va se mettre un peu en dehors des clous pour devoir résoudre cette mission. Il va avoir des problèmes avec sa hiérarchie notamment, et donc il va mettre tout en œuvre pour récupérer ce plutonium qui a été volé, qui, je pense qu'on peut le dire puisque c'est plus ou moins dans la bande-annonce il me semble, qui est là pour fabriquer des bombes nucléaires qui vont menacer potentiellement des villes. De toute façon, le plutonium, quand les méchants ils veulent mettre la main dessus, c'est rarement pour faire des carambars, une centrale électrique qui va alimenter toute l'Afrique par exemple. C'est ça, voilà. C'est plutôt pour construire des bombes. Parce que ce qu'on peut rajouter, c'est que évidemment, parce que c'est l'esprit un petit peu Mission Impossible, évidemment, Ethan Hunt et son équipe ils vont se retrouver au centre un petit peu de toutes les organisations, c'est-à-dire comme tu l'as dit, leur hiérarchie, ceux qui détiennent le plutonium, ceux qui le veulent. Et il va y avoir des retournements de situation, des gens qui jouent un double jeu, comme à chaque fois. Voilà. Ça, c'est des masques aussi. Des masques qui s'enlèvent comme ça. Oui. Ah non, en fait, c'était... Ça, c'est Mission Impossible, ça, les masques. C'est ça. C'est un peu trop des fois. Mais là, ça va, c'est plutôt bien foutu, mais on en parlera plus tard. Toujours la vie sans spoil, on précise. Évidemment, on est dans la partie sans spoil. Voilà. Vous êtes en toute sécurité, vous avez la ceinture, vous roulez à 30. Voilà, ça va. Donc, pas de spoil.
À mon avis, j'ai vraiment aimé le film, même si, alors attention, encore une fois, c'est pas forcément le chef-d'œuvre absolu, mais disons que dans son secteur qui est donc le film d'action, c'est vraiment très très réussi. Les cascades sont vraiment belles. Alors je sais pas quel est le dosage entre des effets numériques, ce qui est réel ou pas, c'est difficile. Et justement, c'est difficile à percevoir. Et en ça, c'est réussi. C'est-à-dire, on se dit pas, ah là, c'est bon, il y a un Tom Cruise en 3D, là, il y a... Voilà. Alors, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup de Tom Cruise en 3D, voilà, mais il doit y en avoir quand même quelques-uns. Ouais, il doit y en avoir un peu, ouais. Voilà, mais il doit y en avoir un peu, c'est sûr, il peut pas tout faire non plus, notamment quand il roule dans un hélicoptère et tout, bon voilà, c'est un peu, voilà. Disons que ça, je sais pas si les assurances auraient couvert le truc. Il y a beaucoup de cascades, voilà, et ça c'est vraiment appréciable pour ce genre de film, parce que moi j'y ai cru, franchement, il y a pas alors c'est sûr que des fois, il y a vraiment des scènes d'action qui sont totalement folles, et notamment une scène, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, mais la scène où il saute à travers l'orage, là, où il y a l'éclair, vraiment cette scène est très 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 bien faite, je trouve. Vraiment on y croit, on est dans l'action, enfin voilà, on accompagne vraiment le film, et on n'est pas sorti du film à aucun moment. Donc pour ça, vraiment, je vous conseille d'aller le voir si vous voulez voir un bon film d'action. Après, si vous voulez voir, je sais pas, film 50 nuances degrés. 50 nuances degrés, n'y allez pas. Voilà. Là, par exemple, c'est pas le même créneau, quoi. Voilà. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. J'ai beaucoup apprécié ce film parce que je suis allé le voir aussi comme un film d'action et que j'ai pas été déçu. On voit vraiment de l'action, beaucoup. Moi, ce que je trouve réussi, ce qui fait la réussite en fait souvent d'un film en général, mais c'est encore plus vrai pour les films d'action, on va dire, c'est le rythme. Et là, c'est vraiment un rythme très réussi, effréné. On a vraiment très très peu le temps de respirer, mais en même temps... Il y a des pauses aussi. Il y a des pauses qui font que... on comprend rien, voilà. Ouais. Donc c'est quand même bien ficelé. Mais malgré tout, on se régale. Effectivement, il y a plusieurs séquences d'action bien définies. Elles sont toutes très bien réalisées, mais en plus il y a vraiment des très bonnes idées. Quand tu parlais de l'orage, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses j'ai l'impression qu'on a vu un film où on a vu que des trucs qu'on a déjà vu dans tous les films. Mais tous très bien faits avec de très bonnes idées. Donc là, l'orage, c'est une scène d'action en parachute. En parachute avec l'orage, ça me dit pas grand-chose. Avec l'orage, non, mais des scènes d'action en parachute, il y en a plein. Ouais. Si je dis pas de bêtises, Schwarzenegger dans True Lies, par exemple. Donc des scènes d'action en parachute, il y en a déjà eu plein. Mais c'est pas dans l'agence touriste qu'il y en a une. Il y en a une avec un tank dans l'agence touriste, bien vu. Donc il y a des originalités. Bien vu. Mais effectivement, là, l'originalité, c'est qu'il faut traverser l'orage. Et puis ça marche super bien, c'est vraiment super bien fait. Pareil, il y a une scène de poursuite qui est quand même assez mythique, qui est vraiment la meilleure scène du film, la meilleure scène d'action du film. Ils se sont inspirés d'un court-métrage, ils disent, tu parles de la course dans Paris, ils se sont inspirés d'un court-métrage de Lelouch, et ils ont voulu faire un hommage à ça, et c'est vrai qu'ils traversent Paris très très vite. Mais elle est complètement dingue, cette scène de poursuite. Très très réussi, et en plus Paris c'est pas juste un décor, quoi. Il a vraiment filmé Paris et avec des clichés un peu des fois aussi, quoi. Oui, beaucoup la Tour Eiffel, parce que c'est des Américains et qu'il faut montrer, mais et puis des Français qui chantent la vie en rose, pardon. Évidemment. Mais justement, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment réfléchi à leur scène de poursuite et que quand on connaît un petit peu Paris, ce qui est mon cas, on se régale à être dedans, à suivre et on se dit pas c'est n'importe quoi. Ok, ils ont juste voulu montrer la Tour Eiffel, les Invalides. Ça fonctionne bien. Même les scènes de combat, il y a une scène de combat dans les toilettes au début. Et je l'ai trouvé vraiment punchy, enfin ça fonctionne vraiment bien, les coups, on a vraiment l'impression que les coups sont portés, parce que des fois dans certains films d'action on voit bien qu'ils ont fait semblant et tout, et là je trouve que les mêmes originales dans la chorégraphie, dans la façon de faire, j'ai l'impression que ils ont réussi à faire quelque chose de nouveau. Même en termes de combat, quoi. C'est vrai. Et encore une fois, scène de combat dans les toilettes, hyper utilisée. Oui. Et c'est utilisé d'ailleurs dans le même film que j'ai cité précédemment, dans True Lies, avec Schwarzenegger. Ils n'ont pas essayé d'inventer... c'est Christopher McQuarrie, là, le réalisateur. Il n'a pas essayé d'inventer, de dire j'arrive et je vais réinventer le film d'action. Il a pris des recettes qui fonctionnent, qui sont ultra classiques.
dans le film d'action, mais qui avec des bonnes idées, très bien réalisées, et avec un super rythme du début à la fin. Et une mention spéciale au lens flare de J.J. Abrams. Oui. Parce que voilà, c'est J.J. Abrams qui produit le film. Et franchement, ça se voit. Voilà, ça se voit. Alors, je croyais qu'il s'était un peu calmé parce que sa femme elle lui avait dit que ça lui faisait mal aux yeux quand elle regardait ses films. Mais là, il en a mis vraiment partout, quoi. C'est revenu, quoi. Il a balancé du flair. Écoute, on peut pas se... Si, je pense que moi, son rôle, c'est il arrive en post-prod et il dit qu'est-ce que c'est que ce merdier, j'y vois rien. Il fout des flairs partout et là, il est bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Nous voilà maintenant, les amis, dans la partie spoil. Et donc là, par contre, vous n'êtes plus du tout en sécurité. Hein. On va spoiler complètement le film. On va raconter la fin du film. D'ailleurs, ils meurent à la fin, il me semble. D'ailleurs, ils meurent tous. Voilà, ils meurent tous à cause d'un gant. Un gant et ils claquent dans les... Non, c'est pas ça. On fait que la moitié. Ouais, que la moitié. Non, pas du tout. On est dans la partie spoil et on va partir et on va parler du film en pouvant... avec la capacité de raconter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, j'ai envie de te poser cette première question. Est-ce que, finalement, Mission Impossible 6 Fallout, est-ce que c'est pas un film d'action un peu à l'ancienne, tu vois, un peu à la 90s? Mais oui, parce qu'en fait, en le voyant, ça m'a fait penser aux anciens James Bond. Ça m'a fait penser même un peu à un côté Die Hard aussi, des fois un côté un peu organique, voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme il y a beaucoup de séquences qui sont tournées en réel. Alors, visiblement, donc déjà, Tom Cruise, il s'est pété la jambe dans une cascade qui, j'ai l'impression, est intégrée au film, puisqu'on le voit boiter. En fait, il saute par-dessus un immeuble et en fait, il se prend, plutôt que d'arriver à sauter, il se prend l'immeuble en pleine face et il se relève et voilà, il repart et il boite puisqu'il s'est pété le tibia. Donc ça, c'est vrai, il s'est vraiment pété le tibia. Il a appris aussi à piloter un hélicoptère. Enfin bon, après il y a un côté un peu égo aussi. On sent que, je veux dire, il est vraiment au centre. Il est bien au centre du film, alors, etc. Sur ce truc-là, il a appris à piloter un hélicoptère. Bon, ok, il a fait son kiff. Il s'est fait des heures de vol. Non, mais je veux dire, après, en vrai, quand tu vois la séquence, c'est pas lui qui. J'ai l'impression qu'il y a quand même. Non, mais il y a un certain nombre de scènes où tu sens qu'il est vraiment sur l'hélicoptère, quoi. Et notamment même quand parce que en fait, il y a un hélicoptère qui s'en va. Il attrape par une corde, il remonte par la corde, etc. Et il y a plusieurs scènes vraiment qui font vraiment très très réalistes. Alors c'est ce qu'ils disent dans les anecdotes du film. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est de la communication, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles font pas fausses, ces scènes-là. Quoi qu'il arrive, elles sont réussies. Voilà. Mais bon, après, je pense qu'il y a un petit côté... Tu sais, c'est comme Nathalie Portman dans Black Swan, elle a raconté que c'est elle qui avait dansé pendant tout le film et tout. Puis elle a eu l'Oscar, et puis après, 6 mois après, il y a la vraie danseuse qui a dit non, mais en fait, c'est moi, parce que... Il faut danser toute sa vie pour danser comme ça. C'est sûr. Et là, Tom Cruise, je veux dire, il y a un peu cet effet-là, quoi. Alors oui, il a tout fait, il est génial et tout. Mais en vrai, je veux dire, l'hélico, c'est Mission Impossible. Donc, l'hélico, il passe à ça des rochers, il tourne dans tous les sens. Après, bien sûr, il y a des effets spéciaux et qu'il y a des choses qui sont rajoutées, mais évidemment. Non, mais au-delà de ça, voilà, vraiment, au niveau des scènes d'action, pour moi, elles sont toutes crédibles. Il n'y en a pas une seule où je me dis, c'est n'importe quoi. Voilà, même si ça va loin, attention, bien sûr, ça va loin. Même quand il saute en parachute, il passe à travers un éclair. En fait, il y a l'éclair qui tape, qui rend quasiment sourd Tom Cruise, mais son homologue, lui, il tombe dans les pommes carrément. Et puis voilà, ils doivent se filer l'oxygène. Enfin, il doit filer l'oxygène à l'autre parce qu'il n'arrive plus à respirer. Enfin bon, bref, il y a tout un truc comme ça. Et puis il déploie son parachute au dernier moment. On se demande comment il fait pour passer à travers les vitres. Enfin bon. C'est sûr que dans la vraie vie, bien entendu, que c'est pas crédible, mais de la façon dont c'est tourné, ça rend vraiment l'action crédible et on y croit. Voilà, de ce point de vue-là, moi, il n'y a vraiment aucune scène. Bon, il y a celle-là, il y a la scène de baston au début qui est très forte, comme je disais. Toute la scène en hélicoptère à la fin, qui est peut-être un peu longue, mais qui... Voilà, en tout cas, j'ai pas été sorti du truc. Même si, bien entendu, on se dit, oui, notamment quand l'hélicoptère, à la fin, quand il y a le combat, il y a un hélicoptère. En fait, les deux hélicoptères s'écrasent. Alors, ils font tous des tonneaux. Je veux dire, dans n'importe quel film d'action, les hélicoptères auraient explosé et pris feu. Bon, là, ils explosent pas, ils prennent pas feu, ils font des tonneaux.
Joe. Voilà. Et puis, bon, les sbires ne survivent pas, mais le gentil et le méchant survivent pour qu'il y ait un combat final. Et puis, bon, ça se passe en plein de temps différents. Après, il y a les hélicoptères qui tombent de la falaise. Il y a un crochet qui rattrape l'hélicoptère au fur et à mesure. C'est un peu gros. Voilà, c'est un peu gros. Mais c'est gros. On s'en fiche, en fait. On s'en fiche parce que c'est tellement bien filmé, tellement bien foutu que, bon, bah ok, vas-y, rajoute de l'action, ça te dérange pas. Et puis, c'est le principe du truc. Et moi, je trouve qu'on l'accepte assez aisément. Mais on va dire c'est dû au truc de Mission Impossible, quoi. C'est-à-dire que il faut que ce soit impossible, en fait. Oui. Donc, dès qu'il y a une scène d'action, il faut que ce soit impossible. La scène de poursuite, par exemple, mais c'est totalement impossible, quoi. Donc, parce que forcément, il y a toujours ça dans les scènes de poursuite, quoi. Les mecs, ils ont un cul de fou. Savoir qu'ils traversent les carrefours et tout, et à chaque fois, ça met les bagnoles tout en vrac derrière eux. Mais eux, ils s'en prennent jamais une, alors que ils se prennent une voiture. Ils sont à 240 en ville. Alors là, il se prend une bagnole. À la fin de la poursuite dans Paris, il se prend une bagnole en pleine face et il est éjecté. Mais c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et là, bim, en fait, c'est possible. Et en fait, il est éjecté pile à l'endroit, juste à côté de l'endroit où il devait être. Je trouve que dans celui-là, il y a quand même des moments où tu les sens un peu en difficulté, un peu plus que dans les autres. Dans les autres, il y a un peu ce côté ah mais tout était prévu, voilà, tout se passe. Enfin, dans celui-là, j'ai l'impression que il y a des moments où ils réfléchissent, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Enfin, on est un peu plus dans les coulisses de la réflexion du personnage principal que dans les autres où on est plus spectateur et on découvre ah ouais, en fait, il avait fait ça, il avait pensé à ça, voilà. C'est vrai que celui-là, il repose moins sur ce truc-là de on te montre un truc et puis après t'as toujours la résolution avec tous les mecs qui ont les masques et la mise en scène. Ça repose un peu moins sur les masques aussi, parce que moi je me rappelle surtout du 2, où à la fin il y a un truc totalement abusé avec le masque. Quoi. Tu dis déjà comment il a fait pour faire en 2 secondes le masque du sbire, machin. Bon bref, on se pose pas trop la question, mais voilà, ça reposait un peu trop sur ah mais non, c'était un masque, c'était pas le vrai truc. Bon là il y a ça aussi comme à chaque fois. Mais c'est utilisé avec un peu plus de parcimonie et c'est un petit peu plus efficace. Quoi. Voilà. Oui. Après, le 2, c'était n'importe quoi. Le 2, c'était n'importe quoi. Voilà. C'était assez n'importe quoi. Il y avait beaucoup de plans au ralenti. Je pense que si on accélérait tous les plans au ralenti, le film durait 2 fois moins longtemps. Mais c'est John Woo. Du coup, il fait des plans au ralenti et il filme des mouettes. Quoi. Les masques, c'est cool, mais effectivement, il ne faut pas trop en faire. Parce qu'il y a un moment où, déjà, le principe, on veut bien l'accepter parce que c'est cool, mais au bout d'un moment... tu peux pas hop, tu fous un masque et puis on te prend pour n'importe qui. C'est ça. Tu vois, dans le 1, c'était bien utilisé puisque y en a beaucoup moins et surtout à la fin du 1, il y a la résolution qui repose beaucoup sur le fait que c'est Tom Cruise qui a un masque et tout et justement il est dans la pénombre pour qu'on ne le voit pas trop, etc. pour que ce soit crédible. Alors que bon après dans le 2, ils ont fait c'est vraiment des copies conformes. Enfin, c'est juste impossible que ce soit aussi bien fait. Ouais, et là, au final, ils font le coup de la mise en scène avec le scientifique là qui chope. Et donc, ils lui font croire au gars, en gros, que les bombes ont explosé, les bombes au plutonium ont explosé. Et le mec veut qu'on lise un manifeste au JT, quoi. Et donc, en gros, tout ça, c'est mis en scène. Le JT est mis en scène. Le fait que les bombes ont explosé est mis en scène. Et le fait que le type se réveille dans une chambre d'hôpital aussi. Et justement, voilà, ça, c'est de la mise en scène. C'est du retournement de situation. Mais ça repose pas sur... sur le masque. Que sur les masques, voilà. Et la seule scène qui repose vraiment sur les masques, c'est celle où le prisonnier, donc Solomon, qui est le prisonnier, qui est le méchant de Rogue Nation, juste avant... effectivement, mais justement, c'est prévu qu'ils lui mettent un masque, qu'ils le disent. Ouais, on va mettre un masque à Benji, donc Simon Pegg, joué par Simon Pegg. On va mettre un masque à Benji et pour qu'il se fasse passer pour Solomon, voilà. Et en fait, la petite feinte à ce moment-là, c'est que ils inversent pas en fait les personnages. Ils inversent pas vraiment les personnages. Et voilà. Et bon, donc, ça se voyait un peu. Moi, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver à 2000, mais ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Je l'ai accepté et voilà. Et en même temps, on attend le moment où ça va sortir. Et puis après, il y a des retournements de situation. Mais c'est pour ça que je dis qu'on est plus complice des personnages dans ce film-là que spectateur. Parce que vraiment, même dans le 1, on est totalement spectateur, c'est-à-dire qu'on ne suit pas la réflexion des personnages, on découvre un peu à la fin. Et tu vois, moi je trouve que finalement, les facilités un peu scénaristiques, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est normal parce qu'en plus, l'histoire serait tellement compliquée si ça impliquait effectivement des terroristes et tout machin. Que voilà, donc à un moment, c'est vrai que ça repose beaucoup sur on nous dit que c'est comme ça, et puis on achète le truc au début, c'est comme ça, et puis du coup les héros vont devoir faire ce qu'il faut. Et
moi, je trouve que ça marche bien, tu vois. Et comme là, quand justement ils inversent les deux Solomon, là, mais que justement, en fait, ils les inversent pas, ils chopent le méchant, la Walker. C'est pour confondre Walker, donc, qui est un peu le méchant de ce film-là. Qui est Superman, en fait. Qui est Superman avec une moustache. C'est ça. Et ils sont cernés par le MI6 à un moment, et ils sont tous comme ça cernés. Et en fait, ils disent, bah voilà, de toute façon, c'est bon, on s'en fout, on a chopé tous les dangereux. Et le gars, il dit, Walker, il dit, ah bon, tu crois ça? Et en fait, il y a la moitié des gars qui se retournent et qui commencent à tirer, donc ça part en fusillade, et on sait pas du tout comment il a infiltré ces gens-là, quoi. Il y a beaucoup, c'est le moment où il y a X retournements de situation, voilà. Mais ça, ils sont pas forcément expliqués, quoi. C'est un peu, non, mais en fait, eux, ils étaient avec moi, c'est un peu le truc de Mission Impossible, c'est qu'il y a toujours une scène avec 14 retournements de situation, voilà. Mais après, moi, pour le film, j'ai trouvé quand même que la première partie, c'est la partie qui te fait assimiler beaucoup d'informations par rapport au scénario, par rapport à la mission, ça te fait découvrir les différents personnages, les terroristes, etc. Et donc, il faut assimiler pas mal d'informations. Et au début, j'ai eu peur que, bon, des fois, les missions impossibles, c'est un peu compliqué de comprendre la mission, pourquoi ils en sont là, etc. Mais là, bon, ça allait plutôt pas mal. Mais vraiment, la deuxième partie du film, alors, oubliez tout, c'est simple. Il faut désamorcer 2 bombes et récupérer une clé, voilà. Et là, la deuxième partie du film devient totalement limpide. C'est plus que de l'action pure. Il n'y a pas la peine de se concentrer sur le scénario, voilà. Parce que c'est vrai que dans la première partie, il y a des trucs que j'ai pas totalement compris. Du coup, j'ai envie de dire, tu vois, parce qu'on parle pas mal, on a backlighté pas mal de films d'action. Oui. Et par rapport à ces films-là, j'ai envie de dire que l'histoire, en fait, on se rend compte que souvent l'histoire est pas si importante que ça. Et attention, quand je dis l'histoire, je parle pas du scénario, mais l'histoire en elle-même, parce que là on a tous les trucs les plus simples et les plus classiques, et sur l'objet du truc ils se sont pas fait chier, ils ont dit c'est du plutonium. Genre, visuellement c'est rien, ils ont fait des boules en métal, en métal, mais en métal c'est visuel, c'est-à-dire qu'en vrai c'est 3 boules en polystyrène peintes avec du... Non mais tu vois, donc c'est des boules en métal. La résolution du truc c'est la scène que vous avez vue 1000 fois. Je caricature. On désamorce une bombe. On désamorce une bombe, donc est-ce qu'il faut couper le fil bleu ou le fil jaune, quoi. Et en fait, c'est archi simple, quoi. Avec un peu de Wi-Fi, quoi. Avec un peu de Wi-Fi. Il y a un peu de Wi-Fi. C'est le côté 2.0. Parce qu'on peut pas désamorcer une bombe, sinon ça fait exploser l'autre. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut récupérer une clé. C'est pour ça qu'il part en hélicoptère récupérer la clé. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, dans cette histoire-là, un petit côté jeu vidéo. Dans la résolution de ce truc. Et d'ailleurs, je me demande même si la partie en hélico, c'est pas une petite référence à Uncharted. Voilà. Peut-être, je sais pas. La fameuse scène d'Uncharted, c'est le début du 2, il me semble, où ils sont suspendus dans le vide et ils doivent remonter il doit remonter à travers un bus qui s'écroule en même temps. Voilà. Et les hélicos suspendus à la falaise... Ça m'a un petit peu fait penser à ça. C'est peut-être Supercotter aussi la référence, je sais pas. Peut-être qu'il y a une petite référence. J'ai l'impression, pour les références, à un moment donné, dans la course-poursuite dans Paris, il y a un moment donné où la voiture, elle fait demi-tour et elle descend en marche arrière des marches d'escalier. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une référence à Rémi Julien, au James Bond, où il y a une course-poursuite, je sais pas si tu te rappelles, je sais plus dans quel James Bond c'est, je l'ai pas en tête. Mais voilà, il y a la voiture, il est dans un espèce de, je sais plus, c'est une R5 ou je sais pas quoi. Et en fait, d'abord, il descend en marche arrière des marches. Ensuite, il passe sous une barrière. Il y a tout le haut de la voiture qui s'enlève. Après, il y a une voiture qui le percute. Il finit avec plus que l'avant de la bagnole. Voilà. Et je me suis dit, il y avait un peu... en tout cas, ça ressemblait à ces cascades-là. Une autre question, Mathias, peut-être. Oui, bien sûr. Parlons un petit peu de Tom Cruise. Tom Cruise en général. Il y a beaucoup de trucs à dire sur Tom Cruise. D'abord, je pense qu'on peut souligner que quand même, c'est le 6e Mission Impossible qu'il fait. Tout à fait. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu à Mission Impossible ce que Sean Connery était à James Bond? Un peu, ça devient une licence quand même, parce que 6 films, c'est beaucoup. Parce que bon, il y avait une série avant et tout ça, Mission Impossible, mais... 6 films, ça fait beaucoup, et on sent qu'il va y en avoir plein, en fait. C'est sûr, ils vont continuer. En plus, de ce que j'ai vu, chaque film rapporte de plus en plus. Chaque film est un carton, et celui-là, c'est déjà un carton. Tom Cruise va passer la main à un moment donné, parce qu'en tout cas, c'est pas du tout amorcé dans celui-là. Non, mais peut-être qu'il va passer la main. C'est pour ça que je dis le Sean Connery peut-être qu'il va passer la main sans passer la main, sans dire il y a mon neveu qui débarque et qui va reprendre le flambeau, quoi. Alors après, est-ce qu'il est pas trop vieux pour jouer ça? Ça m'a pas trop choqué. Alors tu m'as dit tout à l'heure, effectivement, les expressions faciales
sont pas trop au rendez-vous. Mais alors, attends, faisons un point Tom Cruise. Voilà. On fait un point Tom Cruise. Parce que Tom Cruise, il y a ceux qui aiment bien, ceux qui aiment pas. Voilà. Il y a la scientologie. Il y a la scientologie. Tout ça, quoi. Ouais. Bon. Tom Cruise, moi je trouve que c'est pas un très bon acteur en général. Je trouve que c'est le genre de comédien très très bon quand on lui fait faire ce qu'il sait faire. Donc dans Mission Impossible, de l'action. C'est-à-dire des personnages un peu niais, un petit peu ravis, tu vois. C'est-à-dire que tu sais, les trucs qu'ils subissent, ça leur arrive comme ça et tout. Et bon voilà. Je trouve que quand il fait ça, il est très très bon. Et que ce soit dans l'action d'ailleurs ou pas, dans Eyes Wide Shut par exemple de Kubrick. Et il le fait très bien, c'est pas du tout un film d'action, mais il fait un peu un ravi comme ça. Une sorte de film d'action. Une sorte de film d'action. En tout cas, c'est un film où dedans il y a de l'action à des moments. Donc je trouve que c'est pas un très bon comédien. Et pourquoi ? Parce qu'en gros, il a pas beaucoup d'expression faciale, il a un petit peu juste deux têtes de il se passe ça et voilà quoi. Mais après, il fait très bien ce qu'il fait quoi. Mais du coup, il faut le dire quoi, la chirurgie esthétique. Alors, on nous dit en coulisses du mal. que ce n'est pas forcément de la chirurgie esthétique. Ce serait du propane. C'est de l'acide hyaluronique qui finalement figerait un peu ça. Je vais appeler ça de la chirurgie esthétique. C'est pas possible quoi. Il a les joues comme ça quoi. Et c'est bloqué et ça se voit sur les gros plans et tout. Moi, ça m'a pas trop choqué, tu vois. Sérieux ? En vrai, non, ça m'a pas trop choqué. Ça se voit. Ça m'a gonflé, moi. Non, mais ça se voit. Je dirais pas que ça ne se voit pas. Mais ça m'a pas trop choqué. Je me suis pas dit oh mon Dieu comme il a pris cher Tom Cruise. Je trouve que ça passe. Quoi. C'est pas qu'il a pris cher. Je préfère un acteur vieux, tu vois. Je préfère Harrison Ford ou Mel Gibson, tu vois, qui ont leur âge et qui ont la tronche de leur âge, quoi. Tu l'as pas vu sans maquillage. Non, mais bon, non, mais le maquillage c'est quelque chose. Et justement, effectivement, dans le Star Wars 7, on sent qu'il fatigue et tout. Mais je veux dire, voilà. Mais là, c'est pas pareil, quoi. C'est la tronche figée, quoi. Et pour un comédien, je suis désolé, mais c'est gênant. Eh bien, mon top, alors je vais prendre un truc un peu original parce que ce serait facile de dire les scènes d'action, tout ça. On a déjà parlé. Pour moi, j'allais dire Simon Pegg, que j'ai bien aimé parce que souvent, c'est le genre de personnage qui peut vite tourner au sidekick, un peu rigolo, un peu insupportable et tout. Et là, il est pas du tout insupportable. Au final, il sert pour l'action. Il y a des petites scènes un peu drôles, mais sans plus. Il en fait pas trop. Et enfin voilà, c'est vraiment le bon personnage qui sait apporter de l'humour parce que c'est vrai que le problème du personnage de Tom Cruise, c'est qu'il est un peu monolithique, quoi. C'est-à-dire que il fait pas énormément de blagues, il fait pas énormément de vannes. Et voilà, ils ont su apporter de l'humour sans faire du Marvel, quoi. Il y a une scène à la fin qui est drôle parce que ils doivent trouver la deuxième bombe nucléaire et en fait il arrive dans une pièce qui est totalement irradiée parce qu'il y a plein de machines rayons X, etc. Mais il y a 75 caisses, quoi. Et il faut qu'il ouvre, et à chaque fois il y a des cadenas, alors il faut qu'il ouvre toutes les caisses une par une pour trouver le truc, et il arrive dans cette pièce, il voit la tâche colossale qui l'attend, et rien que sa gueule, c'est marrant, quoi, voilà. Et enfin, il y a plein de scènes comme ça. Il est bien utilisé, puis j'adore cet acteur, en fait, parce que je dis, oui, souvent il est utilisé comme sidekick rigolo, insupportable, moi, j'ai pas souvenir d'énormément de films où il est insupportable. Au contraire, je veux dire, bon, Shaun of the Dead, enfin tous ces films-là, Hot Fuzz et tout, il est vachement bien. Même dans Star Trek, il joue un peu ce rôle aussi dans Star Trek du mec qui doit tout réparer au dernier moment. C'est Scotty dans Star Trek. Et pareil, il est pas insupportable non plus, et il sait apporter de l'humour et être juste en fait. Et voilà, dans ce film, en tout cas, je l'aime bien. Alors pareil, pour pas dire les scènes d'action parce que ce serait trop facile, mais je vais être un peu plus technique et je vais dire le montage. Je trouve que en plus d'être bien réalisé, le film est très bien monté et ça on le repère au fait que on pige absolument tout. Même quand il y a des scènes d'action très très longues, des scènes de poursuite qui engagent plusieurs poursuivants de plusieurs personnes. C'est un bordel monstre entre les flics, les méchants qui aiment pas les premiers méchants, le MI6, la CIA. Mission Impossible Force, la CIA, machin et tout, c'est un bordel et on comprend tout. Qui est qui, et c'est dû à la fois au fait que c'est bien foutu parce qu'il y en a qui sont en noir et machin et tout, donc voilà. Mais en même temps, c'est très très bien monté. Et on comprend tout de l'action, c'est hyper lisible. C'est très rythmé et très lisible, donc voilà, le montage, ce sera mon top. Alors c'est pas un gros flop, mais j'ai senti quand même, arrivé à la fin du film, que c'est un peu un film à la gloire de Tom Cruise aussi, quoi. Voilà. Et que, en fait, finalement, le personnage du film, c'est ce que Tom Cruise aimerait être dans la vraie vie, c'est-à-dire tout savoir faire. Je veux dire, il y a une scène où il court à 200 km/h
pendant 3 plombes. En plus, elle est assez marrante cette scène parce que justement, il y a Simon Pegg donc, qui est dans cette scène-là aussi, où en fait il doit poursuivre, mais à pied, le méchant. Walker, là. Et en fait, il y a le personnage de Simon Pegg qui le suit sur le GPS. Mais en fait, ce qu'il voit pas, c'est que lui, il croit qu'il court dans les rues, sauf qu'en réalité, il est dans des immeubles. Donc en fait, quand il lui dit tourne à gauche, il est obligé de sauter par une vitre, casser une vitre pour sauter de l'autre côté. Et ça amène des scènes comiques et tout. Mais bon, sauf que c'est une scène où il va courir à 200 km/h pendant des plombes, quoi. Ouais. Et après, il s'attrape à une cage d'ascenseur. Enfin, il fait tout, quoi. Et on se dit, bon... On sent un peu l'ego dans cette scène-là. On sent un peu de, ouais, tu vois, j'ai 55 piges, mais regarde ce que je sais faire encore. Et il y a un peu de ça dans ce film-là, tu vois. À la fin, moi, j'ai ressenti un peu ça. Après, peut-être, il y a que moi, hein, c'est pas général, mais tu vois, et en plus, il est toujours gentil, il s'excuse pour tout ce qu'il fait. Il veut sauver tout le monde, il s'excuse de pas pouvoir sauver tout le monde. Enfin, c'est vraiment le gentil, un peu insupportable au bout d'un moment. C'est vrai qu'il a pas trop de part sombre. Et alors, ça allait être mon flop. Mon flop, j'hésitais entre 2 choses, mais il y en a une qui est très rapide, donc je la ferai très très vite. Mais la première, mon vrai flop, c'est, je trouve que la relation, la tentative de relation avec les femmes du personnage, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Puisqu'on voit sa femme et puis l'autre agent son ancienne et sa future, voilà, quoi. C'est ça. Bon. Et on sent, et alors tout à la fin, il y a une sorte de monologue j'en ai pas fait. Monologue un peu mielleux, dégueulasse, sur le fait que c'est impossible pour lui d'avoir une relation normale avec quelqu'un parce que ça amène tout le temps la mort, la destruction et tout. Et ça en fait un peu trop, et c'est un petit peu artificiel, c'est un petit peu posé là. Et voilà, à la différence justement d'un James Bond où tu comprends très très bien la relation du personnage avec les femmes. Et du coup, par exemple, dans Casino Royale, ça prenait une autre dimension. Là, tu sens que c'est un peu parce qu'il faut qu'il mette des relations de ce personnage-là avec les femmes. Et voilà. Et en plus, comme du coup, le principe du personnage, c'est qu'il est toujours gentil. Mais voilà, il est pris pire entre que ça. Le fait qu'il doit sauver le monde tout le temps. C'est ça, mais c'est ça. C'est là où c'était un peu trop, et on voit le melon de Tom Cruise, c'est-à-dire que en fait, il voulait vivre sa vie avec une femme, mais c'était pas possible parce que en fait, qui allait sauver le monde? Oui, voilà, c'est ça. Qui allait sauver le monde? Même elle se sentait coupable d'être avec lui parce qu'elle dit que quand elle est avec lui, il n'est pas en train de sauver le monde. Et voilà, il faut qu'il sauve le monde. Bon, et on peut, malgré tout, on voit quand même en deuxième lecture que voilà, c'est Tom Cruise qui a envie de se mettre en avant et tout. Bon. Sinon, c'est pas le genre d'acteur, alors peut-être je me trompe, mais j'ai pas de film en tête là, mais c'est pas trop le genre d'acteur qui va faire un rôle qui va un peu nuire à son image, tu vois, j'ai l'impression. Ouais, alors après, peut-être, il y a un film que j'ai totalement zappé, mais je veux dire, tous les films que j'ai en tête, Top Gun... Vanilla Sky, il y a... avec les cocktails. Jerry Maguire, Cocktail. Cocktail avec les cocktails. Non, mais enfin, la plupart, même Minority Report... The Firm. Enfin, tous les films avec Tom Cruise, c'est toujours des films qui sont là un peu pour le mettre en avant, et voilà, c'est pas comme DiCaprio qui va faire des rôles de pourri, de méchant, qui va se faire bouffer par un ours, qui va se... Mais il a été très vite une superstar, Tom Cruise, et il a fait surtout du blockbuster. Et je crois qu'il est sorti du blockbuster que pour faire un Kubrick, tu vois, donc... c'est ça. Genre le film du plus grand génie du cinéma de l'histoire, quasiment. Voilà, il se met pas en danger, et il fait rien qui pourrait nuire à son image. C'est-à-dire, il jouera jamais le rôle d'un pédophile ou d'un... Non, mais je sais pas. Si vous voulez voir Tom Cruise pédophile, dites-le dans les commentaires. Non, mais je sais pas, un truc horrible. Un biopic de Marc Même un méchant. Est-ce que t'as souvenir bon, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais, espèce d'enculé, dans tel film il joue un méchant, mais ils le diront comme ça. Sur Internet, ils le diront comme ça. Mais j'ai pas souvenir de Tom Cruise en méchant dans un film. Voilà, mais bon. Moi non plus. Peut-être je me trompe. Ça me vient pas. Voilà. Ouais. Après, voilà, c'était mon flop. Et mon deuxième flop, c'est dit comme ça, c'est la VF, quoi. C'est pas possible. Non, mais monsieur est un nazi intégriste de la VO. Donc les voix françaises sont dégueulasses, c'est pas possible. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir en VO, allez-y. Voilà. Et peut-être même en 3D d'ailleurs. Parce que, non, mais les scènes dans l'hélicoptère, il y a un moment où t'as l'hélicoptère qui tombe comme ça, et comme si t'étais dans une attraction, t'as l'impression que, enfin, tu tombes vraiment, la scène ne coupe pas quand on tombe avec l'hélicoptère, et ça en 3D, ça doit être pas mal. C'est possible. Et à mon avis,
On l'a pas vu en 3D, on l'a vu en 2D. On l'a vu en 2D. Mais peut-être que la 3D est pas mal. Donc allez voir et dites-nous dans les commentaires ce que ça donne, quoi. Monseigneur, alors, votre note en aioli? Alors, je mettrais, allez, 4,2 aioli. Voilà, parce que pour la promesse qui est faite, c'est-à-dire voir un film d'action, je vais pas le redire, mais voilà, c'est réussi, voilà, ça marche, ça fonctionne, on achète toutes les scènes, donc... pas bouder son plaisir. Voilà, faut pas bouder son plaisir. Après, il y a toujours des trucs, peut-être mettre un peu plus de crédibilité, avoir des personnages avec peut-être un peu plus d'émotion, notamment le personnage de Tom Cruise, ça pourrait être intéressant, quoi. Avoir une histoire d'amour un peu mieux ficelée. Il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont reprocher le grand n'importe quoi, les scènes d'action, il se passe toujours des choses improbables qui relancent la scène d'action. Mais la mission est impossible. Voilà, la mission est impossible. Et c'est ça le. Je voulais faire le parallèle un peu, j'en profite de le faire là, mais avec les films de super-héros. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que ce genre de film, Mission Impossible, c'est un peu un film de super-héros, même si ça n'a pas tous les codes, mais... Tom Cruise, il sait faire tellement de choses, il est tellement hyper fort, il court très vite, il sait escalader, il sait piloter un hélicoptère alors qu'il ne sait pas normalement piloter d'hélicoptère. Enfin, il sait faire plein de choses, donc c'est un peu une sorte de super-héros, quoi. Et voilà, il se bat, il sauve la planète, quoi. Enfin, c'est un peu ça, le super-héros aussi, sauf que c'est un super-héros réaliste, pas avec des super-pouvoirs qui sortent... Moi, je dirais quand même qu'à la différence, ils arrivent à résoudre beaucoup de situations par l'intelligence et la mise en scène, et non par leurs muscles et des pouvoirs et machin et tout ça. Et c'est ça quand même qui fait le truc de Mission Impossible. Et je rajouterais que même ça, tu vois, c'est traité. C'est-à-dire quand ils montent dans l'hélicoptère, certes, après le film, tu te dis, ok, bon, le mec sait tout faire, dont piloter un hélicoptère. Mais bon, il rentre dans l'hélicoptère et il sait pas ce que c'est le truc et il essaie, il dit, ok, ça doit être de la vitesse. Et il bricole, tu vois, en fait. Oui, il bricole. Il bricole tout ça. Alors évidemment, c'est là où c'est le côté Die Hard, c'est-à-dire qu'il bricole plein de trucs et puis ça passe, ça marche, et puis ça marche par des trucs détournés. Mais alors que le super-héros, et moi d'ailleurs c'est ça qui me plaît pas dans parce que moi je voulais juste en remettre une couche, tu vois. Dans certains films de super-héros, tu voulais remettre un balle dans le jukebox pour c'est ça, pour ça marche. Est-ce que c'est pas finalement un bon film de super-héros Mission Impossible, quoi. Mais non, c'est que c'est n'importe quoi, c'est bonjour, j'ai tous les pouvoirs. Oui, mais il y a un mec qui a encore plus que toi tous les pouvoirs. Ah bon, bah voilà, et à partir de là... C'est toujours le plus fort, le plus fort. Alors après, il n'y a pas cette difficulté à faire en sorte que les méchants ne sont pas de plus en plus forts à chaque Mission Impossible. C'est juste qu'ils ont des plans différents, qui sont différents, qui sont plus ou moins complexes, etc. Et donc, il n'y a pas besoin de dire, attention, celui qui va arriver, c'est du jamais vu. Voilà. Il n'y a pas cette surenchère qui est nécessaire aux films de super-héros. Voilà. Sinon, après, on dit qu'ils servent à rien. C'est le cas, par exemple, de... Bon, on va s'en prendre plein la gueule juste pour ça. C'est le cas de Ant-Man et la Guêpe, où il y a plein de fans qui disent « Oui, il sert à rien, ce film, et tout. En plus, il est comique, machin. » Je sais pas quoi. Okay. Bah, pourquoi ? Parce que comme... ils ont tellement fait de surenchère qu'ils peuvent pas aller plus loin, donc ils sont obligés de faire autre chose, et du coup, les fans gueulent. Parce que c'est pas la surenchère. Donc là, au moins, on sort de cette problématique de toujours en faire plus, quoi. Voilà. Ouais, écoute, c'est pas moi qui ai parlé d'un Marvel. Hein. Oui, mais c'est toi qui n'aimes pas Marvel. Non, c'est faux. C'est faux. Voilà. Non, si, bon, c'est... Avengers, c'est de la merde, voilà. C'est dit, bon. Une fois qu'on a dit ça, écoute, j'ai pas donné ma note en aioli d'ailleurs. Oui, vas-y, donne ta note en aioli. Ça sera 4 aioli tout pile. Ah, tout pile. Tout pile, ouais, écoute, moi, ça me paraît de la note juste pour moi. C'était un plaisir de faire ce petit backlight d'été avec vous, même si... Je vous le cache pas, il fait un petit peu chaud ici, voilà. On transpire un peu et tout. On transpire un peu, même si on a été bien maquillé par la petite Pauline qui est juste derrière la caméra. En tout cas, merci d'avoir été patient du coup et d'avoir suivi ce backlight jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau backlight. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee et évidemment rejoindre le groupe Facebook et tous les réseaux. Vous savez, on est partout, le Tarpin Bien. Vous abonnez à YouTube. Vous abonnez évidemment à notre chaîne YouTube. Nous mettre des pouces bleus. Voilà, on demande des pouces bleus comme des connards de YouTubeurs, mais bon, on est un peu obligé. C'est le jeu. C'est le game, exactement. Merci encore au Cinéma du Prado pour nous avoir accueillis. Et je vous rappelle, c'est le 31 août à 20h. Le film, ce sera première année, c'est l'avant-première en présence du réal Thomas Lilti et des comédiens Vincent Lacoste et William Lebguil. Je l'ai bien dit, je crois. Oui. Merci les amis et à très bientôt pour un nouveau backlight. Ciao. Ciao.
3, 4. Scam. Attends, toi, tu es parti sur des scams, moi j'étais parti sur des ounce, mais bon, après. Moi je suis parti sur des scams, mais on peut. Non, mais sinon je commence par les ounce, on fait ensemble les ounce, et puis toi tu fais. D'accord, mais donc on est sur des ounce alors. On est sur des ounce, c'est mieux, voilà. Ounce.